Mon objectif, c'est de vous faire réussir. À la fin de cette vidéo, vous allez être capable de passer l'examen officiel Claude Code 101 et de rajouter cette compétence, cette skill de Claude Code à votre CV pour trouver un job. La raison, très simple, je n'ai jamais eu autant d'entreprises et d'entrepreneurs en ce début 2026 qui m'a dit on va fermer. Rien qu'hier, j'ai eu un responsable dans le BTP qui m'a dit une chose. On a raté le tournant de l'IA, on va mettre la clé sous la porte, dans 6 mois, on licencie tout le monde. Alors pourquoi aujourd'hui, je vais vous dire, travailler sur Claude Code? Parce que c'est le numéro 1 dans les entreprises actuellement. S'il y a une compétence que vous devez avoir sur le marché du travail, c'est celui d'avoir le diplôme de Claude Code 101. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et surtout, à la fin, je vous expliquerai les erreurs fondamentales qu'il ne faut pas faire, que j'ai moi-même faites et qu'il ne faut absolument pas faire avec Claude. Dans un monde transformé par l'intelligence artificielle, il y a une compétence qui se distingue de toutes les autres aujourd'hui. Et c'est la maîtrise de l'IA Claude. Je vous garantis que si vous le maîtrisez, là, vous allez réussir à en tirer pleinement parti. C'est maintenant. Dans un monde transformé par l'intelligence artificielle, il y a une compétence qui se distingue de toutes les autres aujourd'hui. Et plus précisément de l'outil Claude Code. Je vous garantis que si vous le maîtrisez, vous n'allez pas seulement survivre à la révolution IA, vous allez réussir à en tirer pleinement parti. Et je suis bien placé pour vous le dire. Ces derniers mois, j'ai vu des centaines de personnes absolument pas techniques dans des dizaines de secteurs réussir à transformer leur quotidien grâce à cet outil. Et dans cette formation complète, je vais vous apprendre tout ce que vous devez savoir pour maîtriser Claude Code, même si vous n'avez jamais écrit une seule ligne de code de votre vie. Parmi les auditeurs qui utilisent Claude Code et qui font du machine learning ou qui sont dans la data analyse ou des développeurs, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce type de prompting. Est-ce que vous pensez que ces méthodes-là sont efficaces? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Salut Jarvis, donc comme tu sais, on a réussi à créer précédemment ensemble le site de la future marketplace de l'IA-preneur. Maintenant, j'aimerais qu'on crée ensemble le MVP de cette plateforme. J'aimerais que tu sois en mode planification, que j'ai sélectionné juste avant, et que tu m'aides à créer le MVP de l'application de A à Z. Juste pour te donner quelques petites informations, j'aimerais bien qu'on fasse le design sur Claude Design, donc que tu te comportes tout au long de notre interaction comme un chef de projet, mais également un développeur full stack. Donc c'est toi qui vas donner les instructions et le prompt pour Claude Design pour qu'il puisse nous générer toute l'interface. Et c'est aussi important que tu saches qu'on va probablement utiliser Supabase pour notre base de données. Maintenant, aide-moi à faire le nécessaire et planifie avec moi les meilleures fonctionnalités pour notre MVP. Bon, vous voyez. Est-ce que demain, si vous étiez un patron et que vous voyez un salarié utiliser l'IA de cette manière, est-ce que vous lui feriez confiance? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis curieux d'avoir votre avis, votre retour, parce que mon objectif, c'est de vous faire réussir. Une masterclass officielle basée sur le cours Claude Code 101, et à la fin de cette vidéo, vous allez immédiatement passer l'examen et rajouter cette compétence sur votre CV. Vous aussi, à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir dire « J'ai passé l'examen Claude 101 » et vous allez voir que vous allez faire partie des 1% aujourd'hui qui maîtrisent réellement l'IA grâce à cette compétence Claude Code 101. Et avant tout, je m'adresse à ceux qui sont ingénieurs, développeurs et les expérimentés au niveau de Claude. Alors, qu'est-ce que c'est Claude? Ça, c'est le premier point qu'on va éclaircir, comprendre qu'est-ce que c'est qu'un système agentique par rapport à un chatbot classique. Et on va comprendre comment on va configurer dans les grandes lignes les fonctions de Claude, les workflows et comment on personnalise le fonctionnement de Claude. Alors, qu'est-ce que c'est que Claude? Avant tout, c'est un système qu'on va définir comme un agent IA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un agent IA? C'est quelque chose en fait qui est conçu pour prendre des décisions. Et pour prendre des décisions, il faut qu'il puisse collecter de l'information, interrompre l'utilisateur en lui posant des questions, prendre des mesures, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit capable de définir des scores et des résultats qu'il doit vérifier selon des critères. C'est l'ensemble de ces éléments qui vont permettre à Claude de mettre en place, à partir de votre prompt, la boucle agentique. Dans un échange standard avec une IA, ce qui se passe, c'est que votre prompt est envoyé, et qu'est-ce qui se passe derrière? Vous avez des probabilités qui se mettent en place, et vous avez une réponse. Mais cette réponse n'est rien d'autre que la probabilité des mots que vous avez indiqués. C'est pas un vrai travail de fond. Le changement du système agentique, c'est que le modèle, en fonction de votre demande, va extraire certains éléments de contexte. Ça peut être du RAG, ça peut être de la recherche internet, ça peut être des fichiers, ça peut être de l'image. Donc il faut cadrer ce que vous voulez utiliser. Ensuite, il va prendre des décisions. Qu'est-ce que je fais de cette data? Comment je vais l'organiser? De quoi j'ai besoin pour travailler sur la data?
data. Et ensuite, il faut qu'ils vérifient les résultats. Alors, pour être très honnête avec vous, le fait qu'ils prennent des actions, on va dire que c'est à peu près bien développé chez les modèles. Ils savent quand est-ce qu'ils doivent se connecter à Internet ou lancer du code. Mais vérifier des résultats, il ne sait pas ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Une IA, c'est pas un système qui sait à l'avance si une information est juste ou fausse. Il a seulement comme comparaison les données d'entraînement. Et si les données d'entraînement, globalement, lui indiquent que des informations vont dans un sens, eh ben, il sait que ce type d'informations vont dans un sens. Mais si vous lui donnez les datas de votre entreprise en lui disant est-ce que mon chiffre d'affaires peut être amélioré, augmenter, ce type d'information, si vous voulez, l'IA, elle peut pas vous la donner de cette manière parce que il n'a pas d'éléments de comparaison. Donc là, c'est vous qui allez devoir en fait coder les actions et les méthodes de vérification et de calcul pour que le modèle exécute un travail. Donc la conception du système agentique, c'est d'être capable de construire chacun des blocs pour faire exécuter du travail. Et c'est pas simplement « Salut, je m'appelle Fabrice, je suis ingénieur IA, maintenant je fais des vidéos YouTube, donne-moi le prompt magique pour la vidéo YouTube. » Voilà. Le problème, c'est que cette façon en fait d'interagir, c'est une absurdité qui fait que maintenant que vous l'avez compris, une boucle agentique, elle est fonctionnelle que si un modèle a reçu cette compétence et cet apprentissage. Mais dès qu'on va l'appliquer en fait dans le domaine entrepreneurial, le modèle ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un contexte pertinent par rapport à une entreprise. Et le contexte, attention, hein, c'est pas le nom de votre boîte ni le SIRET, hein, ni parce que vous vendez des sèche-cheveux ou des formations sur Internet. Hein. C'est pas ça un contexte pertinent. Un contexte pertinent, c'est en fonction du type de résultat que vous voulez obtenir. Donc, c'est cette façon de coder les instructions qui changera complètement la donne au niveau du travail. Pourquoi on utilise le terminal plutôt que le desktop et le web app ? Tout simplement parce que c'est la version qui va vous permettre un contrôle absolument parfait, d'avoir les dernières fonctionnalités déployées en premier, d'avoir les systèmes agentiques les plus avancés, le contrôle. C'est la seule interface, mais vraiment la seule, qui va permettre en fait de répondre à tous les problèmes qu'on a eu jusqu'à présent. D'une part parce que sur la partie des systèmes de raisonnement, c'est la seule qui va vous permettre d'être ultra chirurgical au niveau du travail, parce qu'on va pouvoir coder précisément la section des instructions manquantes quand le modèle ne trouve pas de solution à un problème. Donc on va pouvoir activer l'édition précise de séquences. Ensuite, parce qu'on a un mode qui est le mode advisor, qui est un mode supervisé, qui lui va permettre de utiliser votre modèle avec un autre modèle par-dessus. Alors il y a eu un changement dans les 24 heures. L'Haiku était dispo avec l'Opus 4.6, maintenant ils nous l'ont mis en 4.6 sonné. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas une seule IA, vous avez une IA qui est chapeautée par une IA. C'est-à-dire qu'automatiquement que vous travaillez, vous n'êtes plus dans la configuration d'avoir Claude seul, vous êtes automatiquement dans une balance avec une deuxième IA. Donc ça permet toujours de créer du token de raisonnement. Alors que quand Claude sent qu'il est dépassé, à un moment il s'effondre, comme toutes les IA. Alors que quand on a ce type de système, on va avoir un phénomène qui s'appelle une relance de ping-pong entre le système advisor et le système sonné, qui va proposer à Advisor, à travers la fonction Tool Advisor, à Haiku des solutions lorsque Haiku est bloqué. Donc les deux modèles continuent à réfléchir. Mais vous avez vu qu'il faut coder les instructions. Donc c'est exactement ce que ça permet de faire, en fait, cette section latérale, c'est qu'en fonction de ce qu'on est en train de faire, on va coder les instructions. Donc le terminal permettra de résoudre tous les problèmes aujourd'hui qu'on a sur les systèmes de boucle agentique. Je vous rappelle que chaque fois que vous allez interagir, c'est votre prompt, quand il va agir, s'il ne donne pas le résultat que vous attendez, ce sont les 3 éléments qu'il faut coder. La sélection des data contexte, quel type d'action le modèle doit prendre et comment il va prendre en compte que ce qu'il a fait est bon. Et donc, il faut lui donner une matrice de vérification pour savoir s'il doit recommencer une boucle ou s'il peut valider le résultat. Sinon, vous avez un système qui va donner des tokens, le modèle va rendre des tokens, mais sans comprendre ce qu'il a fait au milieu. C'est juste des probabilités, alors que ça, là, ce sont des probabilités sélectives réorientées par des boucles d'action et de prise de décision. C'est un système agentique. Il y a un point qui va apparaître très vite, c'est la gestion du contexte. Alors, s'il y a une chose qui va vous apparaître assez rapidement, c'est que quand vous allez bosser, vous allez vous rendre compte que le contexte, ça va rapidement descendre. Alors, dans l'interface que vous avez là maintenant, vous ne le voyez pas, mais en fait, quand vous commencez des discussions, très rapidement, vous allez vous rendre compte que ça prend de la place. Et cette place, elle a un impact significatif sur le fonctionnement du modèle. Et ça, c'est la jauge de remplissage de mon contexte. Alors, comment on fait pour le nettoyer ? Je vais vous montrer, on met une fonction qui s'appelle une fonction clear. Ça permet de nettoyer le contexte et de remettre tout à zéro. Et là, je pars à zéro. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je fais une fonction clear ? Globalement, je nettoie
tout. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas l'intégralité du contexte qui est disponible. Il y a une partie de l'information, c'est ce que je vais vous faire découvrir, qui est occupée par de l'information qui est, pour vous, non visible, mais qui est tout à fait présente dans le modèle. Cette fonction, c'est la fonction /contexte. Ne vous inquiétez pas, on reverra plus en détail l'ensemble des fonctions, mais ça vous permet de comprendre comment s'architecture l'ensemble. Ici, on visualise en fait la cartographie du remplissage de la mémoire du modèle. Et ça vous donne une chose. Toute la partie grise, c'est le système prompt. Après, j'ai une partie des outils. Après, j'ai du MCP tool. Donc, ça veut dire que les MCP, ils m'occupent déjà 3%. Vous comprenez ce qui va se passer, probablement, c'est que le MCP, c'est un des plus gros consommateurs d'espace de la mémoire. Ensuite, on a des fichiers mémoire, on a des fichiers skill, on a des messages. N'oubliez pas, on est à 0. Enfin, on a juste un tout petit message, contexte. Donc, dans cette situation, vous vous rendez compte qu'on a déjà une partie qui est perdue. On a une zone qui s'appelle le compact buffer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un compact buffer? Il est juste ici. Dans mon cas, il est petit, mais dans votre cas, il sera beaucoup plus grand parce que vous allez voir que quand le modèle va arriver dans une zone de compactage, il va chercher à compresser l'information parce que la fenêtre contextuelle est limitée à 200 000 tokens chez Claude. Sinon, vous passez dans la version 1 million, 3 fois plus cher, et Claude, il le donne uniquement sur les plans max. Donc, si vous voulez bien travailler, il va falloir toujours travailler dans une zone optimisée. Alors, ça a un rôle plus important que ça, en fait. Comme nous l'a montré l'étude de Chroma, dès qu'on est dans des zones qui dépassent une certaine quantité de tokens, on a une perte de qualité, en fait, de compréhension des contextes, et cette perte de compréhension de contexte, elle est aussi en relation avec, 1, le nombre de questions que vous posez, 2, la qualité de la question que vous posez, 3, combien il y a de distracteurs à l'intérieur de votre document, donc de votre data. Donc plus on va rajouter d'éléments perturbateurs, plus le contexte va être parasité et le modèle va avoir besoin à un moment de compacter et donc de faire de la place pour rester dans les 200 000 tokens. Donc on peut activer manuellement avec la fonction compact. Donc dans ce cas-là, vous basculez dans l'interface, vous donnez une fonction compact, mais je vous le dis déjà, il y a quand même un problème. La fonction compact, elle a un avantage, un inconvénient. Vous ne contrôlez pas vraiment ce que vous allez compacter, sauf si vous appuyez espace et vous rajoutez des options de custom summarization instruction. C'est qu'on verra plus tard. Autre point, quelle est la différence entre la fonction compact et la fonction clear? On reverra plus tard. La fonction clear efface l'intégralité du content, ce qui va vouloir dire que quand vous allez recommencer la discussion, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le modèle va devoir recharger l'intégralité de l'information. Et quand vous faites un compact, il va compresser l'information dans une zone de compression de mémoire. Ce qui veut dire que vous avez entre 15 à 22% qui sont alloués à la mémoire. Donc, vous n'avez plus 200 000 tokens. Vous avez le prompt system, les outils et 20% de la mémoire. Bref, il vous reste pas plus de 150 000 tokens pour travailler. Alors moi, personnellement, dans mon interface, vous l'avez peut-être remarqué, je l'ai désactivé. Je vous expliquerai comment le faire, mais dans mon cas précis, je préfère ne pas avoir de compression et gérer manuellement en échangeant des fichiers memory et en utilisant moi-même des méthodes de compactage. Ça permet d'avoir 20% de plus de zones de travail et ces 20%-là me permettent de... Si vous souhaitez aller plus loin dans la maîtrise de l'IA, en 15 jours, vous allez être capable de passer de simples utilisateurs de ChatGPT à entrepreneurs, salariés, capables de construire des systèmes IA utiles, propres et auditables, activables dans le domaine de l'entreprise. Vous allez apprendre à déployer, structurer et rendre rentables vos abonnements IA. Imaginez un abonnement de ChatGPT à 20 $ par mois qui va vous produire peut-être 30% de plus en productivité. Dans cet écosystème, je vais vous mettre en place 30 agents IA préconfigurés, des outils, 80 heures de cours que vous faites à votre rythme, les mises à jour sont incluses et je vous apprends les toutes dernières technologies de création d'agents IA pour optimiser votre temps, votre travail. Toutes les infos sont en description. Alors, comment fonctionne Claude Code par rapport à l'interface classique? Disons que ce système-là est basé sur un mode qui s'appelle un système d'approbation. C'est-à-dire que le modèle va vous dire « Souhaitez-vous confirmer une action ?» Je vais vous donner un exemple. Alors, pour ce faire, il faut être en mode standard, c'est ce qu'on est. Là, on est en mode standard. Pour savoir dans quel mode vous êtes, globalement, vous avez la commande config. Et dans la config, en cliquant Entrée, vous allez avoir différentes informations dont on va parler au sein de la vidéo rapidement. La notion d'auto-compact, on y reviendra. Le raisonnement, la récupération de sessions, l'analyse de code, le verbose output et les fameuses permissions mode. Donc le système de permission, vous voyez qu'il y a plan,
accept, don't ask, défaut. Donc le système défaut, c'est un système qui va, vous l'avez compris, poser des questions, mais dans certaines conditions. En fait, il y a ce qu'on appelle des fonctions. Les fonctions, globalement, c'est des fonctions, si on lui demande de faire la liste, ça va vous permettre de voir déjà une fonction qui est la fonction de définition des modèles. Donc là, je vais être sur un modèle qui s'appelle Haiku. Ce modèle Haiku, je vais basculer dessus et je vais lui dire que je vais être en effort faible de raisonnement. Parce que globalement, j'ai pas besoin de beaucoup de puissance de calcul et de raisonnement pour effectuer cette tâche de générative en termes de probabilité de token. Liste-moi l'ensemble des tools au format tools, nom du tools, c'est de ma faute, j'ai appuyé le mauvais bouton. Indique-moi la liste des tools disponibles avec Claude CLI en indiquant les MCP search, edit, grip, grab, etc. Structure en format key value, key nom du tool, value définition. Donc l'outil a un ensemble de fonctions et ces fonctions sont pour un certain nombre non limitatives, c'est-à-dire qu'il peut s'en servir sans vous poser la question. Par contre, dès qu'il va s'agir de modifier un fichier, d'effacer un fichier ou d'éditer un fichier, ça c'est les 3 conditions qui fait qu'il va vous poser la question. Donc ça c'est le système d'approbation. Après, vous avez vu qu'on a une fonction auto-accept et après on a une fonction plan mode. Alors pour être ultra bref, on va voir déjà l'ensemble des éléments qui va vous lister. C'est normal, hein, il prend du temps parce qu'il regarde l'ensemble des répertoires pour comprendre quels sont les outils dont je dispose. Il fait un call sur les MCP, donc il va me faire un feedback sur les MCP actifs. Allez, il va mettre tout ça en format key value et voici la liste et c'est plutôt cool. Alors vous voyez que sur le MCP officiel, on a du GitHub, du file system, du playwright, donc c'est prise de contrôle de page web avec les navigateurs, du Postgre, MongoDB, requête de base SQL, Stripe, Notion, Slack, Gmail, Jira, Asana, Figma, Sentry, etc., Zapier, Airtable, PayPal, MCP. Donc on a en fait un ensemble d'outils qui peuvent être des outils qui peuvent être dangereux. Je parle notamment du fait qu'on peut accéder à votre discussion Slack, à votre boîte Gmail, Jira, vos CRM Asana, ce qui fait que globalement, il y a des choses, si vous voulez, que vous ne voulez pas que le modèle fasse. Donc c'est pour ça que, par défaut, dans ce genre de conditions, le modèle va vous poser la question « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Le système auto-accept, je vais vous montrer en fait différentes conditions. Vous appuyez sur le bouton Mage et Tabulation. Et regardez ce qui va se passer. Je vais vous montre un tout petit peu l'écran. Je vais sortir là de la réponse pour vous montrer Mage, Tabulation, Accept Edit On, donc acceptation des modifications. Ensuite, Plan Mode et ensuite Bypass Permission, c'est l'auto-accept. Donc, et ça, c'est le mode par défaut. Donc ça, c'est déjà 3 conditions qui nous montrent comment on peut interagir dans 3 conditions différentes. La boucle agentique, c'est je rentre donc une requête, le modèle recueille les informations, il vérifie ce que vous lui demandez en fonction des résultats que vous lui avez donnés. Et il va exécuter l'option d'écriture ou d'édition uniquement si vous l'autorisez. Écrit un nouveau fichier dans le répertoire projet, un fichier, nouveau fichier test.md. Donc si je lui pose ce type de question et que je lui demande d'exécuter quelque chose, en mode par défaut, il va me poser la question. Option 1, souhaitez-vous que je le fasse? Option 2, oui, j'autorise toutes les éditions pour cette session. Numéro 3, je refuse. Et là, je tape je refuse. D'accord? Donc ça, c'est le format de fonctionnement. Si on n'est pas suffisamment clair, le danger, c'est que effectivement, le modèle peut aller modifier des fichiers, détruire des fichiers, écraser des fichiers. Donc il faut cadrer son fonctionnement du système. Alors, comment fonctionne l'optimisation d'un flux de travail dans ce type d'interface? L'idée, c'est toujours le même système. C'est la notion d'explorer, planifier, coder, valider. Ça veut dire en fait quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que pour pouvoir fonctionner, la première chose à faire, c'est d'explorer. Donc la première étape, vous le voyez, c'est le plan mode. Alors comment on l'active? Il y a plusieurs façons de l'activer, mais je vais vous montrer la méthode la plus simple. Vous allez sur Mage, Tab, et vous activez le plan mode. Vous allez voir que en basculant en plan mode, je bascule de modèle. Vous allez voir, je suis en Haiku, je passe en sonnet. Je vais vous le montrer, je suis en sonnet, je rappuie, je passe en Haiku. Ça veut dire qu'en fait, quand je passe en plan mode, je passe à un modèle supérieur pour planifier. Et si j'ai besoin de plus de capacité de raisonnement, je vais changer la variable effort sur mon système. Et donc, il faut que je lui donne la valeur. Donc, c'est une key value, c'est effort. Et donc, je lui dis que j'ai besoin d'un effort médium. En fonction de la profondeur du niveau de raisonnement, je change mon niveau de raisonnement du modèle. Le niveau de raisonnement, c'est la profondeur. Pour moi, aujourd'hui, ça m'a prouvé que il y a une relation directe entre le nombre de couches de système neuronal, le nombre de tokens qu'ils arrivent à produire et la relation qu'ils arrivent à faire avec les concepts. Donc plus on augmente ces 3 valeurs. Il y a toujours un équilibre à prendre, c'est que le plus n'est pas systématiquement l'ami du bien parce que
il peut, avec un excès de verbalisation, s'il est trop verbeux, mais c'est pas la tendance de Claude. En général, il m'est arrivé d'avoir des hallucinations de Claude, hein, mais en général, c'est pas une machine trop verbeuse. Voilà. Donc, par rapport à ChatGPT, j'ai moins de dérives. Alors que ChatGPT, lui, il peut me faire plus de dérives en mode high, extra high, il me dit des conneries. Mais Claude, non. Donc, ça veut dire que la première chose à faire, c'est de lui faire faire un plan. L'idée, c'est que le système soit capable, si vous voulez apprendre à utiliser l'IA de manière professionnelle et scaler votre travail, rendez-vous dans Maîtriser le meilleur de l'IA 2026. Vous allez apprendre à être un entrepreneur certifié qui automatise son business en moins de 15 jours. Étant donné que l'IA, aujourd'hui, c'est un domaine extrêmement dynamique. Vous avez l'intégralité des mises à jour qui sont incluses. On est les number one au niveau des updates. Vous avez plus de 85 heures de cours que vous faites à votre rythme. Tous les modèles principaux d'IA sont présents dans cette formation. Vous avez ChatGPT, ChatGPT Codex, les agents IA et bien entendu Claude Cowork, Claude CLI. Vous allez devenir pro avec une trajectoire claire, un vrai niveau professionnel. Vous allez apprendre à nourrir un agent IA avec vos données de manière exploitable, propre et utile. Rendez-vous dans les formations juste en description d'optimiser mon espace de contexte à ma manière. Le point qu'il faut faire attention, c'est attention au MCP. 10 serveurs MCP, c'est 80 000 tokens de fenêtres contextuelles. Alors, quand utiliser Clear, quand utiliser le compact? Ça, c'est un sujet super intéressant qui me paraît très important d'aborder. Ce qu'il faut savoir qu'un Clear, ça va effacer tout. Donc, ça veut dire comment vous faites un Clear? Ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir recharger tout le contexte d'usage. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce qui va vous coûter, c'est que vous allez renvoyer, vous allez voir ici, je vais vous montrer une autre discussion, quand vous travaillez, vous avez ce qu'on appelle une zone qui est en cache et une zone d'écriture. Le zone qui est en cache, c'est ce qui est envoyé sur les serveurs. Ça, une fois que c'est en cache, vous l'avez payé. Ça, ce qui est envoyé, c'est ce qui vous reste encore à nouveau à payer. Et ça, c'est la réponse de la sortie. Donc, quand vous avez en fait tout fait un clear, il faut tout renvoyer le cache. Donc, ça veut dire qu'il faut repayer les tokens. Alors, si votre discussion elle part dans une mauvaise direction et que vous avez des problèmes d'hallucination, d'aléatoire et de comportement, vaut mieux partir sur un clear. Voilà, on nettoie le cache. Mais si on veut garder la cohérence et au contraire que l'ensemble de la discussion est bonne, faut garder le cache. Donc, il ne faut pas faire de clear, il faut faire un compact. Ça, c'est les deux points qui sont hyper importants à comprendre pour optimiser le travail et les coûts dans le système. À quoi ressemble un beau fichier Claude.md, un système prompt? Alors, ça ressemble pas à « tu es un spécialiste qui a 15 ans d'expérience ». Non, c'est étonnant. Hein. Ça ressemble pas au prompt parfait des influenceurs de YouTube en disant « tu es un spécialiste qui sait faire des vidéos YouTube et tu as les meilleures pratiques pour devenir riche très rapidement et tu sais comment me faire travailler pour partir à Dubaï et gagner 10 000 € par mois sans compétences ». Non, ça ressemble à ça. Ça, c'est un projet Next.js. Tu utilises le système routeur, Tailwind, Andreessen Horn, et tes commandes, c'est celle-ci, et ton code, c'est celui-ci. Voilà à quoi ressemble un système prompt. Et oui, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez sur les réseaux sociaux. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la documentation officielle d'Anthropic. Mais ça tombe bien, c'est exactement ce que je vous apprends depuis le début. Donc, on est dans la bonne direction, pendant que vous avez des charlots qui continuent à faire des prompts magiques sur YouTube et LinkedIn. Parce que j'en ai vu que pas mal. Alors, pourquoi c'est aussi court? Parce que les modèles Claude.md, ce sont des sections qui sont lues au démarrage de tous les systèmes. Chaque fois que vous recommencez une discussion, c'est les systèmes qui sont lus. Il est destiné à faire fonctionner l'ensemble de toute l'architecture. Alors, vous allez comprendre qu'on peut faire différents types de Claude.md, donc on met pas à l'intérieur 30 pages, non. On met en général 200 lignes, maxi 500, dans un formatage défini. Et ce document, qui va être ensuite des éléments secondaires, en fait, on fait des fichiers secondaires. C'est-à-dire qu'on fait un peu ce qu'on fait avec les skills, on fait des renvois avec @renvoi, va lire tel document pour telle situation. C'est un petit peu comme si vous disiez, j'ai laissé un post-it dans un endroit, et c'est comme ça que tu dois fonctionner. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on se rend compte que dans le fonctionnement d'une IA, plus vous êtes compact, mieux l'IA elle fonctionne. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de l'ingénierie de prompt. C'est-à-dire que dans votre workflow, ce qu'on essaye surtout d'éviter, c'est qu'en fait vous dites, bon, je vais balancer 35 pages de mon prompt parfait et le modèle, il va faire avec. Non. Les modèles, ils ont une saturation d'instructions qui fait que si vous mettez trop d'instructions dans les systèmes prompt, le modèle va avoir du mal dans son système neuronal à comprendre ce qu'il a à faire. Donc, les systèmes prompt qui sont à la racine de votre Claude, vous en avez plusieurs, hein, c'est le fonctionnement de base du modèle. Pour visualiser, vous baissez ici, voilà. Et vous voyez qu'en fait, j'ai mis des règles de fonctionnement et je me suis protégé contre l'effacement des DLL ou de certains éléments.
et je lui ai posé un comportement simplement d'ambiguïté. Il n'y a pas beaucoup plus. Dedans, si j'ai 30 lignes, c'est le bout du monde. Donc c'est pas ici que ça va se jouer. Toute l'architecture, en fait, va se jouer dans un autre fichier qui va s'appeler les systèmes agents. Et c'est ici que ça va se jouer. Donc dans les sections agents, vous allez avoir des systèmes qui vont agir. Alors pourquoi ce n'est pas le même système qu'à l'intérieur de Claude du système principal ? Je vous explique. Parce que quand vous allez bosser, en fait, ce qu'il faut faire, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est que vous allez avoir des fenêtres contextuelles. Ces fenêtres contextuelles, vous allez vous rendre compte que vous allez les remplir à très grande vitesse. Et avec une recherche web de 10, 20, 30 pages, vous allez remplir 40% de la fenêtre. Alors, comment fait-on pour pouvoir continuer à travailler sans pourrir l'environnement? On va créer des agents, c'est-à-dire qu'on va créer un système de mémoire persistante avec un système chargé qui est avec son contexte à lui, son mode de fonctionnement à lui, qui lui va exécuter son boulot, va me garder ses informations d'un côté, et ensuite on va récupérer les infos de l'agent pour les réinjecter dans la conversation. Donc mon objectif, au final, c'est de faire bosser un système agentique et de ne pas augmenter ma jauge de contexte en cours, mais de récupérer le travail de l'agent. Ça a plusieurs intérêts. D'une part, ça permet d'éviter donc de saturer l'interface, de rester dans des zones où la stabilité est bonne d'écriture et de lecture et de compréhension, et ça me permet aussi de cloisonner des problématiques assez intéressantes, qui sont les injections de prompts, qui sont les éventuelles attaques, qui sont en fait des travaux bien spécifiques où, en fait, comme je vous l'ai dit, si on met trop d'instructions, les modèles ne les suivent pas et rentrent dans des désalignements de comportement. Donc, au final, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on code les instructions de votre système agentique. Mais vous inquiétez pas, les systèmes agentiques sont plus ou moins codés sur les mêmes instructions de base. C'est-à-dire que quand on a compris les structures des skills, vous allez voir que la structure est sensiblement assez proche. Vous avez un ensemble d'outils autorisés, des outils interdits, quelles sont les informations d'input, quelle est la version de déclenchement de l'outil, quel est le modèle qui tourne, est-ce qu'il a un nombre limité de cycles qu'il peut faire, et ensuite le mode du workflow de l'agent. Voilà, grosso modo, comme vous voyez, c'est pas trop compliqué en soi, c'est une sorte de, moi j'appelle ça des mini-claudes spécialisés auxquels on va donner des tâches spécifiques. Donc l'idée, en fait, si on revient à l'époque des GPTs de ChatGPT, en fait, vous faites une batterie de GPTs. Voilà. Ce sont des GPTs qui, différemment de GPTs, vont pouvoir être architecturé, c'est-à-dire que vous allez avoir un système header, c'est-à-dire qui va pouvoir coordonner plusieurs agents. Donc vous pouvez très bien avoir dans les architectures un système qui appelle un agent, puis un autre, ou deux agents simultanés. Donc ça se construit en fonction de certaines logiques, et vous avez donc des fonctions, des contextes, et toujours les MCP, les outils, le code et des fichiers mémoire. Donc l'architecture est toujours sensiblement la même. Ce qui nous amène donc à comprendre que dans les structures ici, on va avoir donc des systèmes Claude qui vont avoir leur fichier secondaire Claude MD avec par exemple une liste d'outils différentes, des restrictions, parce que lui je lui donnerai pas certaines fonctions. Et à l'intérieur, vous allez avoir des agents spécifiques. En général, les agents, vous les reconnaissez parce qu'ils ont une extension avec un nom .md. Donc ici, vous avez un répertoire agent, vous cliquez dessus. Vous avez un système qui s'appelle Aggregator. Vous avez la version, la description, le nombre de tours, le modèle, le nombre d'efforts, son rôle, le contexte d'activation et les fonctions Python qu'il active, les outils autorisés, le routage des variables et les données d'entrée et de sortie du système de schéma. Donc le système ici, il est basé sur un orchestrateur qui lui dit, toi t'es l'orchestrateur, tu as droit à ces outils et tu me gères les 3 agents suivants. Donc vous allez comprendre que en fait on va dans l'hyper spécialisation. C'est fini en fait le prompt qui fait tout. C'est au contraire, il faut être ultra chirurgical et vous en sortirez d'autant mieux dans le fonctionnement du modèle. Ça c'est la clé de la réussite aujourd'hui. Ça, comme vous l'avez compris, ça va permettre en fait de répondre vraiment à tous les problèmes. D'une part parce que vous allez coder spécifiquement là où le modèle plante, vous codez les instructions système. Là où le modèle bloque, vous lui ajoutez un système aidant avec la fonction advisor, et lorsque le contexte va pourrir à cause de l'excès de longueur, vous créez un système parallèle qui va lui travailler dans sa fenêtre, vous récupérez le travail et vous rebasculez dans une fenêtre où vous n'êtes plus qu'à la moitié à l'intérieur et vous n'allez pas surcharger de contexte externe votre système. Donc en fait on répond à toutes les problématiques et on évite de surcharger de, je sais pas moi, 250, 300 instructions le même agent, parce qu'on va séparer en fait dans différentes interfaces. Il y a un outil qui est assez technique
et qui est intéressant quand même d'évoquer. On va en parler. Ouais. Je pense que c'est important de vous introduire le concept pour comprendre après ce qui va se passer. C'est que, en fait, le comportement des modèles est dû à ce qu'on appelle du Claude.md. C'est-à-dire que quand un système comprend, j'ai droit de faire ces 3 commandes, serveur, runtest et lint. Qu'est-ce qui peut se passer? Si le modèle il a trop d'instructions, il sature, il passe à côté. Si le modèle, pour une raison XY, il n'a pas pris en compte dans cette situation-là, ça peut arriver, une ligne sur des pages et des pages, la conversation est longue. Une ligne, mais je dis bien une ligne, mais malheureusement, il risque de vous exécuter quelque chose. Et vous n'auriez pas voulu que ça le fasse, parce que cette commande, elle pourrait poser un problème. Ok. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on met? On met ce qu'on appelle un hook. Alors le hook, c'est un système qui va être différemment du système Claude.md qui est basé sur de la reconnaissance sémantique. C'est un système qui va comprendre uniquement avec des mots le comportement. Alors que le hook, c'est une inscription dans les settings pour aller rechercher, donc c'est dans le fichier settings.json, pour aller rechercher les comportements en particulier d'un modèle. C'est-à-dire qu'on a en fait des hooks, ce qu'on appellera des déclencheurs, dans différentes situations. On a 26 déclencheurs différents qui vont pouvoir de suivre, par exemple, un outil, le nom d'un outil, une commande, le nom d'une commande, après le résultat, avant le résultat. Qu'est-ce que c'est comme objectif? C'est que si une commande ou une action de commande qui pourrait être efface-moi tous mes fichiers de mon disque dur, lire les numéros de répertoire de tout votre environnement de clés API qui sont stockés sur votre PC. Voilà. Si le modèle détecte cette information, il va déclencher une commande. Et cette commande, c'est pas des mots, c'est une instruction code. Et cette instruction code, c'est un script qui permet de transformer en fait le comportement de modèle dans un format déterministe. C'est-à-dire qu'on va exécuter un script, JavaScript, dans la section qui s'appelle hook. Donc ici, c'est ici que vous avez des scripts qui vont se lancer et qui vont immédiatement orienter le modèle. Et ça, c'est pas de la probabilité. Ça, ce sont des scripts. Donc, c'est l'exécution. Ça veut dire qu'il exécute du code. Donc, soit ça le bloque, soit ça l'active, soit ça active des conditions. Si les conditions ne sont pas validées, ça stoppe une fonction. Donc, on est purement sur la logique dev code. Point. Donc, l'objectif de ce système-là, c'est de créer en fait des comportements complètement déterministes. Donc, on l'utilise pas tout le temps, uniquement lorsqu'on a soit des fichiers importants, soit lorsqu'on veut vraiment contrôler ou corriger les 5% où le modèle ne suit pas les instructions. À partir de là, vous avez réussi normalement à avoir toutes les informations principales. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le système des sous-agents, c'est un système de délégation d'exécution et de récupération de data, que l'objectif, c'est ne plus du tout faire des systèmes dans lesquels on a en fait un agent global sur lequel on pose toutes les questions, mais qu'on va créer en fait un ensemble d'armées de GPTs, et ces GPTs, pour faire simple, on va maintenant les faire chapeauter par des agents supérieurs, et on va donc créer des fichiers de mémoire persistante, et ces fichiers de mémoire persistante, ça me permettra donc de aborder le sujet. C'est quand vous créez en fait dans un répertoire de travail, vous allez en fait, ici on a un répertoire agent, dans le répertoire ici agent. Alors il faut regarder, il faut prendre l'habitude de regarder, ça ce sont tous les fichiers qui sont à l'intérieur du système agent. On peut créer une mémoire, pour le moment je vais faire simple pour pas vous compliquer la chose, qui peut être, on en a une ici, soit dans le répertoire des agents, donc ça veut dire qu'un seul agent centralise l'écriture et tous les agents peuvent le lire, soit à l'intérieur du projet batch, c'est-à-dire qu'on considère que tout le projet peut avoir une mémoire, donc il n'y a pas une seule mémoire, on peut créer plusieurs mémoires. C'est le message que je vais vous faire passer. Donc ça veut dire que les fichiers d'échange, il faut les architecturer en fonction de la manière dont les agents vont communiquer entre eux pour créer de la mémoire persistante. Et il y a un autre sujet qui sont la notion des compétences skill. Alors quelle est la différence en fait entre un système skill? Les mémoires memory et les fichiers Claude sont des fichiers qui sont toujours chargés en intégralité dans toute l'architecture. Donc vous avez compris qu'il peut y avoir plusieurs Claude et plusieurs memory. Et donc c'est un système cumulatif. Les systèmes skill qui sont ici, c'est des chargements progressifs. C'est-à-dire qu'il n'y a que les 200 premiers caractères qui sont chargés et vous avez que le reste qui est chargé intégralement uniquement si les conditions sont remplies. Ce qui rappelle que quand vous lancez en fait un contexte, ça vous explique pourquoi les skills occupent que dalle en place et pourquoi, par exemple,
les MCP ou les memories, alors que j'ai rien, vont occuper beaucoup plus de place. Tout simplement parce que tous les fichiers memory sont lus dans une logique de répertoire et tous les fichiers MD sont additionnés. Donc vous avez le MD principal, vous avez mon tout petit MD qui est ici, et c'est très bien qu'il soit tout petit. Et donc, il vaut mieux faire du chargement progressif skill dans certaines conditions. La question, c'est de bien équilibrer, de ne pas mettre de superflu, parce que vous comprenez que ce contexte, vous allez très rapidement le charger, et ça va impacter négativement votre zone de travail. Maintenant, vous êtes armé, vous allez pouvoir passer l'examen Claude de Anthropique de l'académie. À vous de jouer, j'ai mis 60 secondes, à votre tour.